Qui êtes-vous, Henri Guénaud? On est allé voir un témoin que les Français connaissent bien et avec lequel vous avez eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années. Je crois qu'il se fait de la France l'image que ça me faisait le général de Gaulle. C'est une princesse de légende. Il a, à mon avis, la qualité qui distingue les vrais hommes politiques des autres, c'est qu'il est passionné. Il croit à ce qu'il fait. J'ai été tout de suite séduit par la personnalité d'Henri Guénaud. Une grande intelligence, une grande clarté dans l'analyse et dans le même temps, ce qui peut être considéré par certains comme un défaut, une grande persévérance et une grande ténacité dans la défense des idées et des projets auxquels il croit. Il est prêt à se battre pour ce qu'il considère juste. Voilà. S'il considère que c'est juste, il est prêt à mettre sa vie en jeu. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ça qui est bien. Il a un caractère très fort et quand il pense qu'il a raison, il n'est pas disposé à céder sur quoi que ce soit. Voilà. C'est pour ça que je l'aime bien. Il n'a pas besoin de conseils. Il est assez fort par lui-même. Voilà. Voilà. Bon, Charles Pasqua, avec qui vous avez travaillé... Ça me touche beaucoup de ça. Pendant de nombreuses années. Alors, il dit que quand vous êtes persuadé d'avoir raison, vous n'êtes pas prêt à céder un pouce de terrain, mais est-ce qu'il vous arrive d'être entêté? Oh, sûrement, oui, ça c'est le... Et à tort. Ça c'est le revers de cette qualité, c'est aussi un défaut. Voilà. Oui, ça m'arrive. Vous reconnaissez parfois avoir tort? Oui, ça m'arrive, pas souvent, mais ça m'arrive. Allez, un exemple. Non, bah, j'ai eu tort, j'ai sans doute eu tort de m'engager autant dans la campagne de 95 avec autant d'illusions, par exemple. Sur la fracture sociale avec Jacques Chirac. Voilà. Mélanie. Sur le discours de Dakar, pas de regret? Oh, le regret que certains aient pu se sentir blessés ou qu'il y ait eu des incompréhensions, mais dans le regret sur le fond, ni sur le fond ni sur la forme, non. Ce discours est parfaitement digne. Voilà, c'est pas mon discours, c'est celui du président de la République, mais je trouve qu'il fait honneur à la France et qu'il n'est pas du tout déshonorant. Voilà. Alors justement, aujourd'hui, la parole présidentielle se fait plus rare. En revanche, vous, on vous voit plus sur les plateaux. Est-ce que c'est aujourd'hui, vous, la voix de l'Élysée? Est-ce que Nicolas Sarkozy est votre plume? Alors, je ne suis certainement pas la voix de l'Élysée. Voilà, là, il n'y a qu'une voix à l'Élysée, c'est celle du président de la République. Moi, je suis ma propre voix, bien timide, bien faible. Voilà, mon rôle, c'est d'éclairer ce que dit et ce que fait le président de la République, de l'expliquer, de le mettre en perspective. Et puis, il m'arrive de temps en temps, quand on me pose la question, de répondre sur mes propres convictions, mes propres sentiments. Voilà. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parfois, de participer à une tromperie à l'égard de la population française, parce que vous avez introduit dans les discours de Nicolas Sarkozy, Victor Hugo, Michelet, Jaurès. On ne peut pas dire que Jaurès, en tout cas, c'était sa lecture favorite. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de tromperie sur la marchandise, là? C'est amusant parce que nous avions signé ensemble une tribune avec Nicolas Sarkozy en 2002, dans Le Monde. C'était paru en Une du Monde, pour expliquer que la gauche n'avait pas le monopole du social, et on citait déjà Jaurès, voyez-vous, 2002. Mais ça venait de vous, déjà? Non, on l'avait fait ensemble, oui. De même que les discours, on les a écrits ensemble. Voilà, le président de la République n'a ni découvert ses discours au dernier moment, ni dit le contraire de ce qu'il avait envie de dire. Alors allez lire les discours à la jeunesse de Jaurès, et vous verrez qu'aujourd'hui, avec de tels discours, on serait classé facilement à droite sur l'éducation, par exemple. Voilà. Et puis quoi, tout ça est ridicule. Vous êtes contre les congés payés, vous? Ben moi non. Moi, mais la question n'est pas celle-là. C'est que quand Nicolas Sarkozy cite Victor Hugo, par exemple... Et alors? C'est très bien, sauf que on aimerait que ça vienne de lui plutôt que de vous. Mais ça vient de lui, sinon non, mais c'est un échange et une fécondation réciproque. Mais Nicolas Sarkozy a lu et il continue à lire. Voilà. Pourquoi faire ce procès en inculture, qui est un procès ridicule et infamant? Et quand il prononce un discours, contrairement d'ailleurs à beaucoup d'autres, les discours, il les travaille, ce sont les siens, il se les approprie et il ne dit jamais rien qu'il n'a pas envie de dire. Vous avez parlé de votre désillusion concernant
la campagne de 95, la fracture sociale. Je ne regrette pas de l'avoir faite, hein, cela dit. Mais bon. Dont vous étiez l'un des instigateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore à l'Élysée après 4 ans? Il n'y a pas de déception? Ça prouve que je dois être moins déçu. Vous êtes plus indulgent avec Nicolas Sarkozy, qui n'a pas non plus fait preuve d'un grand sens social, ou alors peut-être tardivement avec la prime. Mais si, la façon dont il s'est comporté pendant la crise faisait preuve d'un grand sens social. Pardon, que serait-il arrivé s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait? Où en serait le pouvoir d'achat des Français? Où en serait l'emploi? Où en serait les l'industrie? banques, est-ce que c'est faire preuve d'un grand sens social? Ah oui, parce que si les Français avaient perdu toutes leurs économies dans les banques, je pense que ce serait été un naufrage social. Oui, ça aurait été aussi un naufrage démocratique, je pense. Voilà, il faut savoir à côté de quoi on est passé. Ce n'est pas les banquiers qu'on a sauvés, ce sont les économies des Français. Oui. Imaginez ce qui se serait passé, vous qui êtes une spécialiste des questions économiques, si le système bancaire s'était effondré. Oui, mais on nous a réexpliqué a posteriori que finalement les banques n'en avaient pas réellement besoin et qu'on n'était pas rentré au capital pour cette raison. Non. Donc moi, je ne sais pas si on a sauvé les banquiers ou les Français. Les banques n'étaient pas en faillite. Voilà. Les banques étaient simplement au bord d'un naufrage absolu parce que les banques, dans le monde entier, ne se prêtaient plus entre elles. Voilà. Donc nous avons essayer de résoudre cette question de confiance. Il s'est battu en France, il s'est battu en Europe et il s'est battu au sein du G20 pour que cela puisse s'accomplir. Hein, rappelez-vous d'où on venait. On avait laissé tomber, les Américains avaient laissé tomber les Lehman Brothers et avaient mis le monde au bord du gouffre. Bon, quant à dire qu'elles n'en avaient pas besoin, moi j'ai vu les banquiers français venir, blancs comme des linges, demander l'aide de l'État sous peine de disparaître. Voilà, donc ils en avaient besoin. Je vous rappelle aussi que ça a rapporté plus de 2 milliards, on me dit aujourd'hui 2,7 milliards de francs au Trésor public et ça n'a donc rien coûté aux Français et aux contribuables. Dans le livre qu'elle a consacré à la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, L'aube, le soir ou la nuit, Yasmina Reza, en citant Nicolas Sarkozy parlant de vous, a dit « Il a du génie, il est fêlé, mais j'aime les fêlés, il me rassure ». Alors d'abord, en lisant ça, est-ce que vous avez eu un haut le cœur? Pas du tout. Non, mais ça, non, Charles Pasqua l'avait déjà dit il y a très longtemps, hein, avec l'accent, il avait dit « il est fêlé ». Voilà. Mais fêlé, c'était gentil et affectueux. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Non, ben, ça veut dire que je ne suis pas tout à fait peut-être comme les autres, de temps en temps hors norme. Voilà, et c'est quoi le rôle d'un fêlé auprès du président de la République? Même dit un jour, il finira au cabanon. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un fêlé auprès du président de la République? C'est quelqu'un qui ne pense pas toujours comme les autres, qui de temps en temps a des idées un peu différentes. Voilà. Vous savez, on était facilement fêlés à l'ère de la pensée unique. Hein. Dès qu'on était, vous êtes un fournisseur d'idées pour Nicolas Sarkozy. Le Grand Emprunt, par exemple, c'était vous? Fournisseur d'idées. J'ai des idées, ça m'arrive d'en mettre sur la table, puis certaines sont retenues, d'autres pas. Mais le grand emprunt, je ne sais pas si c'est mon idée, mais c'est une idée que je soutiens fortement. Dernière question, Mélanie. J'ai encore un peu de temps. Donc après Nicolas Sarkozy, au cas où il ne soit pas réélu, qu'est-ce qui vous tente? Est-ce qu'il y a une vie après l'Élysée? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Oh, ça, nous verrons. Il y a toujours une vie après, hein, plutôt une entreprise publique Non, je ne sais pas, mais peut-être, sans doute, me manque-t-il des responsabilités dans lesquelles on puisse assumer le résultat de ce qu'on décide de faire, enfin de ce qu'on propose, voilà, des idées. Avoir une idée, c'est bien, pouvoir la mettre en œuvre. Et si elle échoue, être le responsable de l'échec, et si elle réussit, être le responsable de la réussite, je crois que c'est quelque chose d'important. Voilà, maintenant, vous savez, la vie décide souvent à la place des gens de ce qu'ils vont devenir. Eh bien, la vie décidera sans doute, un peu avec mon accord quand même. Merci, Mélanie.